Alors ça, c'est la première grande catégorie. Ce sont les gens qui voient d'abord et avant tout le clivage droite-gauche. Il y a une deuxième grande catégorie qui est apparue au cours des années, qui est la catégorie, j'allais dire, identitaire. C'est-à-dire, il y a des gens pour lesquels le débat, comment dirais-je, le principal problème de la France, c'est son identité nationale, sapée par une immigration incontrôlée, par la montée en puissance de la religion, des religions non chrétiennes et notamment la religion musulmane, etc., etc. Et donc pour eux, donc ça va être un Zemmour par exemple, pour eux, il y a rien de plus important que l'identité nationale et que de combattre la montée de l'islam. Et voilà. Et ils s'inscrivent en fait dans le choc des civilisations théorisé par Samuel Huntington, donc comme vous le savez, un politologue américain. C'est une pensée d'origine américaine avec cette histoire de choc des civilisations. C'est la deuxième grande vision des problèmes de la France, qui ne se superpose pas à la première, hein, parce que vous avez des gens de droite comme des gens de gauche qui refusent absolument cette vision et à contrario, il y a aussi des gens de droite et des gens de gauche qui adhèrent, notamment les gens qui vivent dans des quartiers difficiles, etc., les électeurs qui considèrent qu'ils ne supportent plus de ne plus retrouver la France de leur enfance. Et puis il y a la troisième grande différence, la troisième, comment dirais-je, explication des problèmes de la France, c'est celle que je porte. Celle que je porte, c'est que le combat primordial qu'il y a en France, c'est pas droite-gauche, c'est pas identité nationale versus submersion migratoire, etc. Ce que je dis, moi, c'est que la cause première des problèmes de la France, c'est la question de la souveraineté nationale ou pas. C'est-à-dire un peuple souverain ou pas. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de son avenir ou pas. Voilà. Et j'estime, et je persiste à dire, que c'est ce clivage qui devrait l'emporter sur tous les autres. Pour revenir à la politique française, donc vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs façons de percevoir la politique. Il y a le clivage gauche-droite, il y a la question identitaire, il y a le souverainisme. Vous pensez que la question identitaire ne mérite pas d'être posée en France ? Ah, si. Disons que je trouve qu'elle est... disons que je trouve qu'elle n'est pas bien posée. Je connais Éric Zemmour, il a un talent de polémiste indéniable, bon, et puis de débatteur. Voilà, il est capable, comme on dirait, il serait capable de vendre des tonnes de sable au roi d'Arabie Saoudite. Bon, donc il est extrêmement, comment dirais-je, labile, comme on dit. Il est pas habile, mais labile. Il a une grande capacité à changer de pied dans un débat, etc., à retomber sur ses pieds comme un chat. Voilà. Il pointe du doigt un certain nombre de problèmes. Le problème que je vois, moi, dans la façon dont il procède, et comme procède un certain nombre d'autres, c'est que ça va où ? Quelle est la conséquence ? Vous savez qu'on dit qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui vous voit à la prochaine élection. Je crois que c'est ça qu'il visait. Alors qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui voit la prochaine génération. Et je ne suis pas sûr que les propos d'Éric Zemmour soient constructifs. Parce qu'ils débouchent sur quoi ? Ils sont d'autant moins constructifs que, par ailleurs, Éric Zemmour ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Madame Le Pen non plus. Monsieur Dupont-Aignan non plus. Donc tous ces apôtres... Alors Zemmour est le plus en pointe. Mais Madame Marion Maréchal Le Pen, c'est pareil, etc. Les gens qui ont rejoint Zemmour. Tous ces gens sont... comment dirais-je, moi je trouve qu'il jette de l'huile sur le feu, mais la solution concrète, c'est quoi ? Et moi j'ai vu ce que ça donne au niveau du terrain. J'ai vu des gens qui sont venus me voir, qui ont tenu des propos qui étaient vraiment tout à fait incroyables. Éric Zemmour, il a déclenché des passions funestes, hein, des gens qui c'était quasiment...
entre ce qu'il dit à la télé, à la radio, et puis la façon dont c'est interprété au niveau du terrain, c'est pas joli au niveau du terrain. Il y a des gens qui ont carrément dit il faut prendre des fusils, il faut tirer dans le tas, il faut remettre tous ces gens dans un bateau et puis les couler au milieu de la Méditerranée. C'est ça les passions qu'Éric Zemmour, qui ne dit pas ça, mais il soulève des passions. Voilà. En politique, il faut faire toujours extrêmement attention, si vous êtes un homme d'État, aux passions que vous allez soulever. Donc moi, ce que je pense, c'est que la France, elle a besoin de quelqu'un qui essaie de rassembler les Français et d'essayer de calmer le jeu. Ça ne veut pas dire pour autant que je méconnais les problèmes qu'il peut y avoir. J'en connais d'ailleurs vraiment pas mal parce que pour toute une série de raisons, notamment quand j'étais à l'ENA, nous avions eu une année entière sur ces questions migratoires. Moi, ce que je dis sur ces questions-là, c'est que il y a deux problèmes essentiels en France qui ne concernent finalement pas d'abord les populations immigrées, qui concernent d'abord la classe politique médiatique avec elle-même. Le premier problème en France, c'est la lâcheté. Et là, de ce point de vue-là, il faut reconnaître à Zemmour qu'il a mis les pieds dans le plat, d'ailleurs en tenant des propos qui l'ont emmené devant les prétoires, il a été condamné, mais une certaine forme de lâcheté. Et les choses doivent être dites. Mais on peut dire les mêmes choses sans que ça soit offensant. Moi, par exemple, j'ai pris sur l'affaire du Burkini, par exemple, je me suis exprimé sur le Burkini, mais d'une façon qui n'est absolument pas offensante pour qui que ce soit. J'ai dit que le Burkini n'était pas conforme aux traditions françaises, ni conforme au statut de la femme, etc. Bon. En Occident. Et qui n'a rien à voir, je le disais tout à l'heure, j'y reviens, il y a des tas de choses en France qui n'ont rien à voir avec la République. Hein, le fait, par exemple, comment dirais-je, la monogamie, c'est pas une valeur républicaine. On a, je le disais tout à l'heure, républiques islamiques qui reconnaissent la polygamie. Comment dirais-je, le dimanche comme jour férié, les fêtes chrétiennes comme jour férié, le fait de pouvoir consommer de l'alcool, manger du porc, tout ça, c'est pas des valeurs républicaines. On dit valeurs républicaines, ça c'est pour ne pas mentionner, ce sont des valeurs chrétiennes. Il faut le dire, et je ne vois personne qui ose le dire. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la France est un pays qui, depuis le baptême de Clovis, en 496 après Jésus-Christ, il s'appelait Claovègue, son nom est romanisé en Clovis. Depuis le baptême de Clovis, c'est un pays qui a été porté par la monarchie, et notamment les Capétiens à partir de 500 ans après, à partir de Hugues Capet qui monte sur le trône à Noyon en 987, porté par la monarchie et par l'Église chrétienne et par l'Église catholique. Et tout ceci jusqu'en 1905. À vrai dire, ça avait commencé avant. Le début de déchristianisation de la France commence sous la Régence, mais avec la loi sur la laïcité. Et je pense que les Français, je me fais l'interprète, je pense, des Français, mais pas seulement des Français de souche, également beaucoup d'immigrés présents en France. Les Français sont sensibles, ils veulent en fait les deux. C'est du en même temps. Ils veulent, c'est à la fois un pays chrétien, de tradition, mais c'est aussi un pays laïque. Et les Français sont très attachés aussi à la laïcité. La laïcité, ça veut dire que tout le monde a le droit d'avoir la religion de son choix ou de ses parents, de ses aïeux, y compris ne pas avoir de religion. Tout le monde a le droit de pouvoir exercer sa religion chez soi, dans sa famille ou dans des lieux de culte appropriés. Que vous soyez catholique, protestant, juif, musulman, sunnite, chiite, etc., bouddhiste et compagnie, vous avez le droit. Mais ceci doit rester dans la sphère privée. Et par ailleurs, la France étant un pays de tradition chrétienne, eh bien, il est convenu que nous avons les jours fériés que nous avons la faculté de manger du porc, que nous avons la faculté de boire de l'alcool, etc. Et quand vous dites les choses comme ça, quand vous dites, par ailleurs, je reviens à mon histoire de Burkini, je l'ai dit, vous savez, j'ai beaucoup d'amis musulmans, d'ailleurs, il y a pas mal de musulmans à l'UPR qui sont d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire que je leur dis, c'est notre identité à nous. Nous voulons la faire respecter comme tous les peuples, comme vous-même d'ailleurs.
Donc, c'est un problème de respect. Vous ne pouvez pas imposer des valeurs qui ne sont pas celles du peuple français. De la même façon, d'ailleurs, que moi, je me rappelle être allé, j'avais emmené ma femme et mes enfants en Égypte il y a une quinzaine d'années. J'avais été sidéré de voir le comportement de certaines occidentales, d'ailleurs souvent des européennes de l'Est, au passage. Excusez-moi de le dire un peu cash, mais qui visitaient les ruines du temple de Luxor. Elles étaient en string. Ben, non, ça va pas. De la même façon que faire les seins nus sur une plage d'Arabie Saoudite, ça ne va pas. Parce que ce serait attentatoire. Ce serait de l'irrespect pour la tradition musulmane et pour la tradition de ces pays. Et donc je pense qu'à partir du moment où vous parlez de cette façon, les gens conviennent. Moi j'ai dit, je suis désolé, le burkini par ailleurs, ça n'est pas dans le Coran, ça n'est pas dans les hadiths du prophète, c'est une invention très récente, poussée par des mouvements islamiques, qui d'ailleurs est interdit dans un certain nombre de pays musulmans. Je crois que le Maroc a commencé par le Maroc. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans la foi musulmane, on est dans autre chose. On est dans un autre projet, et donc ça, ce projet-là, c'est non. Quand vous dites ça, je suis désolé, mais vous dites la vérité. Et vous le dites aussi avec sincérité. Parce que je crois que ce qui est très important dans tous les sujets dont nous parlons, c'est de dire en parlant du fond du cœur, avec sincérité. Et moi, j'ai horreur des hypocrites. D'ailleurs, dans les évangiles, l'hypocrisie est fustigée, mais c'est également fustigé dans le Coran. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Munafiqun, ça veut dire les hypocrites. Il n'y a rien qui déplaît plus aux musulmans que les hypocrites et que ceux qui n'assument pas ce qu'ils sont. Voilà, nous respectons la France. Moi, je respecte la civilisation musulmane. Ça n'est pas la mienne. Je l'apprécie, mais quand je vais en terre d'islam, par exemple, il ne viendrait pas à l'esprit de tenir des propos, d'avoir des licences qu'a actuellement le monde occidental et réciproquement. Voilà, réfléchissez, que vos interlocuteurs, que les gens qui nous regardent réfléchissent à mon concept république laïque de tradition chrétienne. Ça voudrait dire, par exemple, que ça permettrait à un préfet d'interdire si certains voulaient construire des minarets ou faire de l'appel du muezzin. Parce que ça n'est pas nécessaire, ça serait vraiment attentatoire à l'identité de la France. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose à la tradition musulmane, on la respecte. Il y a d'ailleurs moi j'ai vu une mosquée, j'avais été invité dans une mosquée à Nantes, qui était très jolie, qui avait été construite récemment, qui était très jolie, et donc il peut y avoir des lieux de culte musulmans, voilà. Mais de façon qui soit raisonnable et réaliste. Et je peux vous dire que le discours que je tiens là, il plaît à beaucoup de Français d'origine immigrée, notamment d'origine musulmane, parce qu'ils voient que dans mon esprit, il y a du respect pour mon pays, il y a du respect pour l'autorité de l'État, il y a du respect pour ceux qu'ils sont, il y a aussi du respect pour les pays d'origine qu'il faut traiter également avec tout le respect qu'il aurait dû. Et justement, au sujet de la question migratoire, même si vous êtes au-dessus de ces clivages-là, c'est quand même une question qui divise en France, dans le champ politique. Vous, quelle est votre position concrète par rapport à cette question ? Alors concrètement, j'en avais parlé lors de la présentation de mon programme, mais bien entendu, les médias avaient fait silence. Concrètement, je pense qu'il faut arrêter les flux migratoires. Parce qu'on a atteint maintenant un seuil qui est un seuil où c'est en train de partir en vrille. La société française, en ce moment, est travaillée par des forces lourdes. Voilà, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce sentiment que les Français ont, que là, on entre en France comme dans un moulin. Et le problème, c'est que c'est pas seulement un sentiment, c'est la réalité. Mais quand je dis ça, moi, je m'attaque pas, si vous voulez, je vais pas taper spécialement sur les Africains, sur les gens qui quittent leur pays. Dans l'écrasante majorité des cas, on ne le fait pas par plaisir. On le fait pour bénéficier de conditions de vie beaucoup moins horribles que celles du pays d'origine. Combien y-a-t-il de Maliens qui viennent de leur pays pour envoyer de l'argent au bled ? Parce que c'est la misère en cas de volume. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a... Alors je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je sais que des gens vont me dire ça y est, ils trouvent des excuses. Non, je ne veux pas d'excuses. Mais il y a un problème migratoire qui est posé à l'ensemble du monde riche, de façon générale. Et c'est aussi un problème démographique. Je rappelle quand même que en 1830, quand la France conquiert l'Algérie, je crois qu'il y a à peu près 10 millions d'habitants sur ce qui est aujourd'hui le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors qu'en France, il y a 35 millions sous Charles X.
35 millions contre 10 millions. Maintenant, aujourd'hui, on est 66 millions en France et il y a plus de 100 millions d'habitants au sud. Donc, le déséquilibre démographique joue beaucoup. Vous savez qu'en 2100, il y aura, les poursuites démographiques, la population européenne représentera 5,8% de la population mondiale, alors que les populations en Afrique pourraient atteindre 39% de la population mondiale. D'ailleurs, on va célébrer dans 3 semaines le 8 milliards d'habitants dans 3 semaines sur Terre. On va franchir le cap des 8 milliards, d'après toutes les statistiques de l'ONU. Donc ça veut dire qu'on est face à un défi absolument énorme. Énorme. Ça veut donc dire que la première chose à faire sur ce défi, c'est d'essayer de fixer les populations où elles sont. Et pour fixer les populations où elles sont, ça veut dire favoriser. D'abord, ça veut dire rompre avec le traité de Marrakech, le truc qui avait été lancé là sous, vous savez, dans le code de l'ONU, reconnaissant une espèce de droit, le pacte migratoire, etc. C'est complètement dingue comme histoire. D'ailleurs, des grands pays ne l'ont pas signé et ratifié. De mémoire, je crois que les États-Unis, le Chili et Israël n'ont pas voulu ratifier ce document. Mais c'est un peu de la comitologie et du droit international. Mais ça a son importance. Mais ça veut dire que normalement, la France devrait faire tout son possible pour favoriser le développement économique des pays du Sud, qui n'est pas nul. Actuellement, le taux de croissance des pays d'Afrique est assez élevé, notamment en Afrique francophone. La transition démographique a commencé. Lorsque Macron, avec son mépris outrancier, avait parlé des femmes en Afrique qui avaient 7 ou 8 enfants, il croyait faire de la statistique, ça n'était que du mépris racialiste. En fait, les femmes aujourd'hui en Afrique, elles ont en moyenne 4 à 5 enfants. Ce qui est beaucoup par rapport à nos statistiques, mais ce qui n'est plus en effet les 8, 9 ou 10 enfants qu'il y avait il y a encore 20 ans ou 30 ans. Donc la transition démographique a commencé en Afrique. Et il faut favoriser le développement économique des pays d'Afrique. Ça veut dire qu'il faut améliorer les termes de l'échange et réorienter les aides que nous, en ce moment, on envoie à l'Union européenne ou ailleurs vers les pays qui en ont le plus besoin. Je prendrai un exemple qui moi, me révolte. J'ai vérifié récemment que l'aide publique directe au développement que la France verse à l'archipel des Comores, c'est-à-dire les 3 îles qui ont pris leur indépendance en 1976, la Grande Comore, Mohéli et Anjouan, c'est 20 millions d'euros. On envoie à Zelensky en Ukraine, on a envoyé plus de 1,4 milliard d'euros depuis le début de l'année. Vous savez qu'on a une bombe qui va exploser à la figure d'un gouvernement de ces jours, c'est Mayotte. Parce que le niveau de vie, la différence de niveau de vie entre l'archipel des Comores et Mayotte est énorme. Ce qui fait qu'actuellement, il y a tous les jours... Moi, je suis allé à Mayotte, je m'étais entretenu avec le commandant de gendarmerie. La situation, elle est plus qu'explosive, Donc, là-dedans, ça avait d'ailleurs permis à Macron, là aussi, de faire un jeu de mots particulièrement grinçant en se moquant des gens qui mouraient dans le détroit, dans le canal de Mozambique, en disant qu'on pêchait beaucoup de migrants avec les kwassa-kwassa. Enfin bon, du coup, ça nous avait valu d'être tricard dans toute l'Afrique de l'Est. Parce que Macron a eu des propos quand même extraordinairement désobligeants avec les pays d'Afrique. Quand il est allé au Burkina Faso, il a parlé à l'université de Ouagadougou, il a parlé au président Roch Kaboré en disant il s'en allait à Batié, il est allé réparer la clim. Tout ça, les Africains, ils le ressentent très vivement. Et je reviens à mon histoire de Mayotte. Mais si au lieu de donner 20 millions d'euros à l'archipel des Comores, qui sont trois îles, avec beaucoup d'ailleurs d'immigrés en France, si on donnait, je sais pas, 10 fois ça, 200 millions. 200 millions pour construire des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, pour faire un embryon de développement industriel, par exemple, sur les richesses des Comores, c'est-à-dire, je sais pas, l'ilang-ilang, vous savez, c'est ce parfum qui est un fixatif dans la parfumerie, ou bien la vanille, ou ce genre de choses, développer le tourisme, faire de la formation touristique. Il y a quand même il y a quasiment plus de tourisme en ce moment, c'est un peu la Bérésina. Eh bien, je suis absolument certain. Et ceci serait fait en demandant au gouvernement de Moroni que de surveiller qu'il n'y a plus de kwassa-kwassa qui partent d'Anjouan. Mais demain, là, il n'y a plus d'immigration à Mayotte.
On règle un problème qui est un problème humain terrible. Ça veut dire que plutôt que de régler nos problèmes à nous, on donne de l'argent qui va se terminer sur des comptes à numéro d'ailleurs peut-être au profit de Zelensky et de sa camarilla dans des paradis fiscaux. Alors ça, c'est d'un point de vue macroéconomique. Maintenant, il y a au niveau de la réglementation. Et je dis tout à l'heure que nous avons des dirigeants qui sont à la fois lâches et qui sont également, comment dire, ils n'osent pas faire respecter la loi. Je crois que le problème numéro 1 en France, c'est de faire respecter la loi. On a beaucoup parlé à l'occasion de cet épouvantable assassinat de cette petite Lola. On a parlé des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Les OQTF, il faut savoir que si vous arrivez en France sans avoir les papiers nécessaires, et si vous faites attraper, eh bien vous héritez d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Dans le cas d'espèce de la petite Lola, c'était particulièrement gratiné puisque celle qui est présumée coupable est arrivée en France par un aéroport. Je ne connais pas, moi, dans le monde, un pays où, quand vous arrivez d'un aéroport, si vous n'avez pas les papiers nécessaires, où vous pouvez entrer sur le territoire. Ça n'existe pas. Ou peut-être au sein de l'Union européenne, c'est possible. Mais que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Algérie, dans tous les pays du Maghreb, etc., vous vous faites expulser dans la demi-heure. Vous ne franchissez pas les contrôles douaniers, vous n'avez pas les papiers, on vous met en zone de transit et vous repartez par le premier avion. Cette femme qui n'avait pas les papiers, parce qu'elle n'avait pas obtenu un visa à l'ambassade de France en Algérie, n'avait pas entré sur le territoire national puisqu'elle ne les avait pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, on lui a donné une OQTF. C'est dément si vous y réfléchissez. Ça veut dire qu'en fait, on a désavoué les travaux de notre ambassade à Alger, du service consulaire. Vous n'avez pas, ben vous entrez quand même. Et donc ces OQTF sont devenus, si je peux dire, quand on regarde ça de façon plus précise, des espèces de visas gratis, valables 30 jours pour les gens qui ont voulu truander. Parce que, une fois que vous avez une OQTF, vous avez 30 jours pour quitter le territoire national. Alors déjà, c'est complètement dingue, 30 jours. Bon. Au passage, comme nous sommes dans l'espace Schengen, des gens peuvent ensuite passer en Belgique, en Allemagne, monter au Danemark, etc., circuler. Ils partent dans la nature. Mais ces OQTF, donc, sont valables 30 jours. Pendant les 30 jours, la personne qui a été frappée par une OQTF doit organiser théoriquement son retour. Donc elle doit arranger, aller choisir son billet d'avion, etc., préparer son retour. Et puis ensuite, elle doit partir sous 30 jours. Et elle est dans la nature. Alors je me suis dit, c'est quand même un peu fort de café, j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Les contraintes qui pèsent sur cette personne, c'est que le préfet peut... C'est pas une obligation. Il peut éventuellement demander un contrôle qui va au maximum 3 fois par semaine. Donc le contrôle maximum, c'est 3 fois par semaine. Le reste du temps, vous pouvez aller... Enfin, je veux dire, c'est la prime donnée à disparaître dans la nature. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus de ça, si vous détruisez vos papiers, vous êtes dans la nature, si vous dites... Vous pouvez avoir 21, 22 ans, vous dites que vous êtes mineur, terminé, vous n'êtes plus expulsable. C'est le problème des mineurs non accompagnés. Tout le monde est au courant dans le monde de l'immigration. Vous pouvez aussi dire que vous êtes victime vous êtes pourchassé politiquement. Vous demandez le statut d'asile politique. Aussitôt, toutes les procédures s'arrêtent, vous allez entrer dans un truc qui va durer des mois. Vous pouvez aussi contester l'OQTF. Dire que non, c'est pas bien, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Même si vous êtes de parfaite mauvaise foi, ça va ralentir encore le processus. De telle sorte que quand on y réfléchit bien, on s'aperçoit que les OQTF sont accompagnés de tout un attirail réglementaire qui revient en fait à donner... c'est incroyable. Alors moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que premièrement, ça n'existe nulle part ailleurs au monde, hein. Un tel laxisme, ce qui existe parfois dans certains pays en voie de développement, c'est on graisse la patte du douanier. Ça, c'est encore autre chose. Bon. Mais ce système
d'un visa sur lequel on ne peut pas entrer. Et si vous entrez, ben vous entrez quand même. Et puis après ça, vous entrez dans tout un processus qui vous offre 1000 possibilités de rester. Ça n'existe qu'en France. Les chiffres sont d'ailleurs accablants, puisqu'aux dernières nouvelles, en 2021, il y a eu 5,6% des OQTF qui ont été suivis des faits. Alors je voyais que M. Retailleau et M. Ciotti là, font assaut entre eux. Ça va être qui va régler le problème. Donc ils veulent créer, paraît-il, 150 000 places pour mettre les gens frappés d'OQTF dans des espèces d'espaces comment dirais-je, de rétention. J'ai vu que M. Aurélien Pradié a dit que c'était n'importe quoi, qu'on pourrait jamais le faire, qu'il fallait sévir, mais autrement. Enfin, ils se bouffent le nez au sein de LR. Ils savent faire que ça. Et tout ça, de toute façon, pour ensuite, d'ailleurs, ne pas voter la motion de censure et donc soutenir Macron. Enfin, tout ça, c'est un parti en perdition. Mais ce que je trouve le plus extraordinaire, que ce soit M. Retailleau, que ce soit M. Pradié, que ce soit M. Ciotti, que ce soit d'ailleurs les responsables politiques de tous les autres partis politiques, c'est que personne n'explique aux Français les raisons fondamentales. C'est quoi les raisons fondamentales du fait qu'on a tout cet appareil réglementaire? C'est que premièrement, nous sommes sous la coupe des contraintes de l'Union européenne, des contraintes de la Cour européenne des droits de l'homme, complètement d'ailleurs infiltrées par les associations de George Soros, qui sont là pour démolir en fait la volonté majoritaire du peuple français. Vous avez vu ce scandale récent, c'est qu'il y avait une Femen qui avait en 2013. Femen, c'est une association financée par George Soros. En 2013, il y a une Femen qui est allée place de la Madeleine à Paris, dans l'église de la Madeleine, et qui s'est mise les seins nus, qui ensuite a simulé un avortement du Christ, et elle s'est mise à uriner sur l'autel de l'église. Bon. Elle a quand même été poursuivie, elle a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis. Ben vous avez vu que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est sorti il y a quelques jours, a condamné la France au nom de la liberté d'expression. Bon, ça va, il y a un problème. Il y a un véritable problème sur ce que c'est que la liberté d'expression. En tout cas, c'est cette Cour européenne des droits de l'homme complètement vérolée par George Soros. Allez chercher, il y a eu un rapport, il y a eu des articles pas de Libération, du Figaro, etc., qui ont bien précisé que ce que je dis là est vrai. Donc nous sommes assujettis à la Cour européenne des droits de l'homme, à l'Union européenne qui nous impose des politiques sur les questions migratoires, notamment dans l'espace Schengen. Vous avez un article dans le numéro, je crois, ça doit être quelque chose comme 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui précise, ou 67 ou 77, qui précise que la politique européenne migratoire assure l'absence de contrôle aux frontières. Moi, j'ai jamais vu ça dans aucun traité au monde, dans aucune loi au monde. On a un traité, allez voir si ce que je dis est vrai ou faux, qui assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. C'est-à-dire que si jamais il y avait un contrôle aux frontières entre l'Allemagne et la France, vous tombez sous le coup du traité de Maastricht. D'habitude, on assure le contrôle, on n'assure pas l'absence de contrôle. Et tout ça mène à quoi? Tout ça mène au fait que si on a la réglementation que je dis, c'est aussi parce qu'elle est promue en France par des associations spécifiques de soutien aux migrants qui sont financées notamment par des puissances étrangères et qui sont parfois aussi, et assez souvent, financées par l'État lui-même ou des régions françaises. Ça veut donc dire que là, nos responsables politiques qui sont là à jouer des coudes, il faut qu'ils disent aux Français que si on n'arrive pas à expulser les gens qui sont frappés d'une OQTF, c'est fondamentalement parce qu'on a une réglementation qui a été conçue pour que ça ne marche pas. Et cette réglementation a été conçue sous la pression d'associations financées par l'étranger ou même par l'État ou par des régions pour trouver tous les moyens possibles pour contourner l'objectif recherché. On en arrive donc... Vous parlez de George Soros comme étant un ennemi de la France. Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit comme... En tout cas, il poursuit des objectifs qui ne sont pas ceux du peuple français majoritaire. Ça, c'est certain.
Et est-ce que, avec qui il est en lien, selon vous, pour poursuivre ces objectifs-là qui ne vont pas dans notre intérêt Bah, écoutez, Soros, c'est quand même... D'abord, où est-ce qu'il vit? Il vit aux États-Unis, Monsieur Soros. Monsieur Soros, j'ai fait une conférence récemment au Dialogue franco-russe où j'ai expliqué que ce qui se cache derrière l'affaire ukrainienne, c'est une volonté des États-Unis de démanteler la Russie. Et il y a eu une réunion qui s'est tenue à Prague le 23 ou 24 juillet dernier d'une association sortie d'un chapeau qui s'appelle l'Union des Nations Libres de Russie, qui bénéficie de financement de National Endowment for Democracy, c'est-à-dire un des leviers d'action à l'étranger des États-Unis. C'est une espèce de faux nez de la CIA. Maintenant, c'est porter les soutiens à des mouvements des défenses des droits de l'homme chez les Ouïghours, chez les Tibétains, chez les ci, chez les ça. Ça, c'est toujours la CIA qui est derrière maintenant la National Endowment for Democracy, mais aussi financée par les associations Soros. Donc Soros, il poursuit un agenda qui n'est pas l'agenda que croient les Français. Et donc, il faudrait... Moi, j'aimerais que s'il y avait un vrai débat devant le public, il faudrait demander comment est-ce que Monsieur Retailleau, comment est-ce que Monsieur Mélenchon, comment est-ce que Monsieur Ciotti, Monsieur Macron, Monsieur Olivier Faure, les écologistes, Madame Le Pen, comment ils feront pour faire respecter les OQTF? Macron avait osé dire que son objectif, c'était que 100% soient exécutés. Ça prouve soit qu'il se fout du monde, soit qu'il ne connaît rien. À mon avis, les deux ne sont pas exclusifs. Moi, dans le programme politique que j'avais présenté, j'avais fixé comme objectif, un objectif qui était déjà très ambitieux, que 75% des OQTF soient exécutés. Macron, il a dit qu'il enlève 100%. On est tombé à 5%. Ça s'est encore aggravé. Parce que Macron ne peut pas dire aux Français ce que je viens de dire. C'est qu'il y a derrière ça des forces qui agissent à la Cour européenne des droits de l'homme, derrière laquelle il y a les États-Unis, il y a Soros, il y a des forces qui ont propulsé M. Macron à l'Élysée. C'est pour ça qu'il ne peut pas le dire. Et M. Macron ne peut pas dire, pas plus d'ailleurs que la plupart des responsables politiques français, que beaucoup d'associations en France, des associations de soutien aux migrants, en fait, se sont fixées pour objectif, non pas d'aider les personnes, les migrants qui sont en situation régulière, ce que je trouve très bien, elles se sont fixées pour objectif de contourner la loi pour faire entrer des gens contre les institutions françaises de la République. D'ailleurs, j'avais prévu dans mon programme politique, dont malheureusement personne n'avait parlé, je le renvoie, une nouvelle, comment dirais-je, incrimination, c'est-à-dire reconnaître le délit d'obstruction aux lois de la République en informant des publics sur les meilleures façons de contourner la loi. Parce que c'est ça qui existe. Et ça, on doit pouvoir lutter contre cela. Il faut se mettre, si vous voulez... C'est pour ça que moi, d'une certaine façon, si vous voulez, j'en veux pas, moi, trop aux migrants. Ce sont des débrouillards. Ils vivent dans des pays où c'est la débrouille. Il faut leurs familles sont vivotent au fin fond du Mali ou du Sénégal donc ce sont des débrouillards, ce sont des gens qui arrivent en France en contournant les lois. Ils arrivent, ils sont piqués, ils sont arrêtés. Ils sont de mauvaise foi. Le système actuel consiste à dire OK, vous êtes entré, vous étiez de mauvaise foi, vous êtes entré, maintenant vous allez être de bonne foi en préparant votre retenue. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quelqu'un qui est suffisamment débrouillard pour essayer d'arriver dans un pays qui est considéré comme celui où il va avoir une meilleure vie, etc., il va pas se laisser intimider par un pays. Non, ça marche pas. Donc, vous savez, à partir du moment où l'État ferait respecter ses propres lois, on retrouve de l'autorité. Le problème numéro 1 en France, c'est l'affaiblissement, c'est la perte d'autorité de l'État. Qu'est-ce qu'avait dit De Gaulle quand il est revenu en 58 ? Parce qu'on est la 4ème République, c'était un peu la débandade. On était complètement sous la coupe des États-Unis d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'avait dit De Gaulle quand il était arrivé au pouvoir en 58 ? Rétablissement de l'autorité de l'État. Et le mot autorité, je l'ai déjà dit ailleurs, je le redis ici. Le mot autorité, c'est un mot qui vient du latin auctoritas, qui a donné également le mot auctor, c'est-à-dire un auteur. Et là, l'étymologie, comme souvent, est très illustrative. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de l'autorité
C'est vrai d'un État, c'est vrai d'une personne. Si ce que vous dites en tant qu'État ou en tant que personne, c'est pas vous qui le pensez, mais c'est quelqu'un qui vous l'a soufflé. Voilà. Pourquoi Macron n'a-t-il aucune autorité ? Parce que tout le monde voit bien que c'est un pantin, que c'est une marionnette, un fantoche, qu'il est tiré à Uadia et qu'il récite le narratif qui lui a été demandé à Washington ou à l'OTAN. Il n'a aucune autorité. Lorsque De Gaulle s'exprime, pourquoi Poutine ou Xi Jinping ont-ils de l'autorité ? C'est parce que eux, ou De Gaulle ont-ils de l'autorité ? C'est parce que De Gaulle, quand il s'exprimait, c'était lui, personnellement, qui avait pensé ce qu'il disait. Voilà. Il faut redonner de l'autorité à l'État. Ça passe par redonner à l'État le respect qui lui est dû. Et le mot respect est très important dans notre société actuelle. Et je peux vous dire que beaucoup de Français, jeunes ou moins jeunes, d'origine immigrée, comme d'ailleurs d'origine non immigrée, parce que la délinquance, elle n'est pas uniquement... Eh bien, je peux vous dire qu'à partir du moment où vous auriez un État dirigé par quelqu'un de respectable, qui a de l'autorité, qui n'est pas la marionnette de Pierre-Paul ou Jacques, de Biden, de Soros ou de je ne sais pas qui, d'un seul coup beaucoup de jeunes se mettraient à recrever confiance dans leur propre pays, c'est-à-dire dans la France.